Alors moi je vais parler de développement rural et périurbain. Et je vais dire la RDC à l'école du pragmatisme. Vous l'avez suivi depuis le matin. Nous avons vraiment de la matière. Nous avons déjà fait des études. On a déjà fait des recherches. Nous avons des éminentes personnalités qui connaissent bien le pays et qui connaissent les secrets du développement de ce pays. Mais tout le monde se pose la question, avec tout ça, pourquoi sommes-nous encore pauvres? J'ai découvert quand je suis arrivé au gouvernement que ceux qui sont choisis au gouvernement, c'est parmi la crème des crèmes des intelligences de la RDC. Et moi-même, je me suis posé la question, pourquoi sommes-nous toujours pauvres? Pourquoi on ne réussit pas à décoller? Donc, je vais vous parler à quelques minutes des plans simplifiés de développement de la RDC. Une petite histoire. Le développement rural, quelle stratégie? On va parler du désenglavement du pays, l'organisation des villages et le projet économique intégré. Pour ce qui est du plan simplifié de développement de la RDC, un jour, j'étais au musée de Tervuren. J'ai rencontré un type et il m'a posé la question, il a dit, c'est toi Moïse Nzangi? J'ai dit oui. Et il m'a dit, mais je sais que tu es économiste, il y a un petit livre ici qui peut t'intéresser. Il m'a ramené les plans décennal et quinquennal pour le développement économique de la RDC 1949 et 1959. Et c'est le seul, je dis bien c'est le seul plan économique de la RDC qui a marché. Le seul plan qui a marché. 49-59, c'est le plan d'après la guerre. Mais que contient ce plan? Puisqu'on ne le lit pas. Parfois on parle des Belges, du mauvais côté. La seule case qu'il faut supprimer de ce plan, pour être pragmatique, c'est la case qui concerne la distinction entre les noirs et les blancs. Il y avait des quartiers noirs et des quartiers blancs. Il y avait des emplois réservés aux blancs et des emplois réservés aux noirs. Mais tout le reste, c'est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Et si on revient à ce plan-là, on va bien réussir. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Le plan avait seulement 4 composantes. La première composante, les ressources naturelles. Et dans cette composante, il parle d'exploitation intensive des ressources minières comme les diamants, comme le thym, le cuivre, l'uranium, le cobalt. Aujourd'hui, nous, on peut ajouter l'or, on peut ajouter la cassiterite ou les 3T, et ainsi de suite. Exploitation intensive. Deuxième composante, industrie minière. C'est-à-dire qu'à côté de l'exploitation intensive, par exemple, du fer, on met une industrie du fer pour que, afin tout ce qu'il y avait comme chemin de fer, toutes ces barres de fer qui étaient utilisées pour construire les chemins de fer en RDC étaient fabriquées où? En RDC avec les minéraux congolais. L'industrie minière, il y avait les infrastructures. Les Belges ont construit des barrages, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des voies navigables. Et je vais y revenir. Et puis, l'agriculture et l'élevage. Il y avait un plan pour stimuler l'élevage et les activités agricoles. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas parlé de tous les discours que nous avons suivis pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, cadre macroéconomique, je ne sais pas quoi que ce soit, alors que sur terrain, ça ne réalise pas grand-chose. Ressources naturelles, industrie minière, infrastructure, agriculture et élevage. Ils se sont arrêtés là-bas. Et ça a marché. Ce qui fait qu'à 60, à 59, bien sûr, à la fin de ce plan, la RDC était pratiquement le 10e pays le plus développé du monde. Voilà. Et je me pose toujours la question, pourquoi on ne veut pas revenir à cette histoire, puisque tout ce que nous avons eu à faire en tant qu'élite congolaise, ça a été de détruire ce qui avait été construit à cette époque. Alors, quels sont les enseignements? C'était un plan simple, basé sur des choses facilement réalisables. Deuxième enseignement,
production minière, agricole, forestière intensive. Troisième enseignement. Répartition de la production sur toute l'étendue du territoire national. On n'a pas concentré les investissements à un seul espace. Quatrième enseignement. Industrie et transformation. Et puis, les réseaux internes de transport. Je voudrais en parler un peu. Les Belges ne l'ont pas fait. Les Belges savaient qu'il y avait l'Obito. Ils avaient la possibilité de prendre les minéraux de Colosie pour les ramener à l'Obito. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout fait pour créer une interconnexion qui permette aux minéraux qui quittent le Katanga de sortir par Matadi. C'est-à-dire, si le long de cette longue route, il s'est créé des emplois, c'est ainsi que 60% des emplois publics qui étaient créés à cette époque, c'était dans le domaine des transports. Les Belges avaient la possibilité d'ouvrir les fleuves de Ubundu à Kisangani, puisque c'était facile à faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu mettre un port à Kisangani, un port à Ubundu, pour permettre que dans ce travail-là, ce travail gigantesque de logistique maritime et ferroviaire, ils puissent engager des Congolais. C'est ainsi qu'à cette époque, nous étions en situation de plein emploi. Est-ce que vous savez combien de milliards de dollars nous perdons chaque année pour le transport des minéraux qui passent par la Zambie, par le Zimbabwe et par l'Afrique du Sud? Ils ont construit des bonnes routes. Je vais vous donner par exemple une anecdote. Vous savez, la dernière guerre que nous avons ici de M23 à Goma, elle a été déclenchée à la suite des projets que le chef de l'État, avec le chef de l'État ougandais, voulu faire de Bunagana, asphalter Bunagana à Goma. Ça, c'est la cause immédiate de cette guerre de M23. Le président Kagame a signé des contrats de BOT pour la construction de ces routes sur base de péages qui sont payés par les Congolais qui passent par les Rwandais. Et donc, lorsque la RDC décide d'asphalter la route Bunagana-Goma, il se retrouve en difficulté de pouvoir rembourser des gros montants qui se sont empruntés. C'est ainsi qu'immédiatement, le jour du lancement du projet, la guerre a éclaté et Bunagana a été pris. Donc, c'est pour vous dire l'enjeu de réveiller ces circuits de transport interne dans notre pays pour pouvoir nous développer. Alors, pour ce qui me concerne le développement rural, je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Je vais vous dire seulement quelle est la stratégie qu'on peut faire. En tant qu'expert et spécialiste de cette question, il y a d'abord le désenglavement du pays. Je ne parle pas de domaines qui ne me concernent pas. Vous savez que les routes nationales comme les routes provinciales ne sont pas du ressort du développement rural. Mais pour ce qui est du désenglavement du pays, moi, je vais me concentrer à deux choses. La première chose, ce sont les voies navigables des dessertes agricoles. Les gens ne le savent pas peut-être. Ce pays, c'est un pays spécial. Il n'est pas comme les autres pays. Nous crions partout que nous n'avons pas de route. On ne sait pas transporter nos marchandises. Alors que, déjà par les voies navigables, 94 territoires sur 145 sont désenglavés. Et ces voies navigables n'ont pas besoin d'autre chose, puisque vous pouvez quitter aujourd'hui avec votre bateau, vous arrivez à Nomba à 45 km de Bujimaï. Même aujourd'hui, il y a des bateaux qui vont là-bas. Vous pouvez quitter ici et vous arrivez à Bafouassende avec votre bateau, en passant par la Linde. Vous pouvez quitter ici et vous arrivez à Bangui avec votre bateau. Tout ce que cela demande, c'est que nous puissions faire de petits travaux, et le ministre Julien en a parlé ici, des travaux de balisage. Et vous savez, ça coûte combien? En tout cas, pour les réseaux qui me concernent, les réseaux de voies de dessertes agricoles, c'est 11 300 km du réseau de dessertes agricoles et puis 8 000 km pour les réseaux qui dépendent du ministère des Transports. Pour ce qui me concerne, 11 000 km pour les baliser. Nous avons l'expertise ici au Congo, pas les étrangers. Ça va nous coûter seulement 80 millions de dollars américains. Donc avec les 80 millions de dollars américains, nous sommes capables déjà, sans faire d'autres travaux, de désenglaver par les voies fluviales les routes
les voies navigables des desserts agricoles. Et donc, quand je parle au président de l'Assemblée nationale qui est à côté de moi, je dis, je vais présenter ce projet au gouvernement, aidez-moi à obtenir 80 millions. Moi, si je les vole, on me met en prison. Mais si nous avons ça, nous désenglavons déjà 94 territoires sur les 145. Ça représente 65% de l'étendue du pays qui est seulement par les voies navigables des affluents de notre fleuve. Et puis les routes de dessert agricole, ça sera plus facile pour nous de connecter ces routes de dessert agricole aux petits ports. Aux petits ports dans chaque territoire, il nous restera la province de Haut-Ouélé, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, une partie de la province du Maniema, la province de Tanganyika, la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province de Lomami, une partie, et puis le Congo central.